5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. On prolonge bien sûr la discussion de la première heure. On reparle bien évidemment de cette décision de la Cour constitutionnelle qui est justement en train de porter ses fruits aujourd'hui au Parlement avec ses propositions de loi des différentes formations politiques qui siègent aujourd'hui au Parlement, notamment l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et le parti d'opposition, les démocrates. Une session extraordinaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte mercredi dernier et se poursuit d'ailleurs ce jour au Parlement. Et à travers cette émission, nous allons voir les propositions de chaque formation politique et on va s'arrêter un peu plus sur ce que propose le parti d'opposition, les démocrates. Vous avez commencé par écouter le président du groupe parlementaire, Noureddin Achadé. Vous l'avez écouté tout à l'heure sur notre plateau. Il était en face de Bonaventure Akenaton, le président du groupe parlementaire Union progressiste, le Renouveau. Nous reviendrons bien évidemment sur les explications. 5 sur 7 matin, on s'intéresse également à cette décision de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui a donc décidé de lever les sanctions qui pèsent sur le Niger. Dans le fond, qu'est-ce qui va véritablement bouger? Eh bien, la levée du blocage des transactions financières et bancaires, la fin du blocus énergétique, le retour des vols commerciaux au départ et à l'arrivée du Niger. C'est une décision qui, selon plusieurs personnes, pendait effectivement au nez au regard des derniers virages donc de l'actualité sur ce pays-là. On va en parler tout à l'heure avec mes invités qui, évidemment, n'ont pas changé. Francis Olojatade, bonjour et bienvenue. Bonjour Evan. Comment allez-vous? Je me porte comme un charme, je rends grâce à Dieu parce que là, je suis toujours heureux de vous voir et de voir mes amis, notamment Soulé et son confrère, parce que le plateau de 5 sur 5 matin est un plateau très suivi. Merci beaucoup. Je suis fort heureux de constater que cet organe public est vraiment un organe de service public. Merci beaucoup à vous, Francis Olojatade, vous qui êtes donc avec nous tous les lundis, sans concession, presque. Vous êtes avec nous, tout comme Alphonse Moïse également. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, chers confrères, bonjour à toutes et à tous, et merci pour la confiance pour renouveler. Merci beaucoup à vous pour votre présence. Et Arimi Choubadié qui ici, donc un doublé. Après lundi dernier, il est encore avec nous. Il a bien voulu nous honorer une fois encore de sa présence. Bonjour et bienvenue, Arimi. Oui, bonjour, Aman, tout le plaisir pour moi. Bonjour aux techniciens et à tous ceux qui s'activent dans l'ombre pour que les Béninois puissent vous suivre aussi religieusement. Et Dieu sait qu'ils sont bien nombreux. On profite pour leur faire un coucou à Mathieu Sokenou, à Moïse, à Gonye, à Janvier Tonon, à Claire Dacruz, à toute la grande équipe. On n'oublie pas bien sûr la diffusion. On n'oublie pas non plus Marcel Betoro, chargé de production désormais donc de 5 sur 7 matin. Alphonse Moïse Soulé, je reviens à vous. Les débats sont en cours actuellement au Parlement en ce qui concerne cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour analyser les propositions de chacune des formations politiques qui siègent aujourd'hui au Parlement pour ce qui concerne la correction ou la relecture du code électoral. Et chaque parti a proposé son texte. Et déjà, est-ce que vous êtes surpris de ce que chaque parti ait proposé un texte? Non, je ne suis pas surpris parce que nous avons chaque parti politique a sa conviction. Chaque parti politique cherche ce qu'il recherche dans la relecture du code. Mais je dis, il faudrait qu'on s'entende parce que j'ai suivi l'honorable Akenaton ce matin qui disait qu'il faudrait qu'ils s'entendent sur la révision de la Constitution. Parce que quand vous regardez l'ordre du jour, je me suis amusé un peu à dire, mais pourquoi on place la révision de la Constitution avant la relecture du code électoral? Parce que si vous suivez un peu l'actualité politique, qui vous souviennent qu'en 2017-2018, quand les deux tentatives de révision échouaient à l'Assemblée nationale, vous avez vu ce qui s'est passé en 2019. La note était salée. On n'a pas permis du tout à un autre parti politique de siéger à l'Assemblée nationale. Et ce que je crains dans les diverses propositions, si on n'arrive pas à s'entendre, parce qu'on n'a pas besoin forcément de la voix des députés de l'opposition pour faire renouveler, pour faire une relecture du code. C'est pas une minorité de blocage. Donc je voudrais que, au-delà de la politique, que l'on évite des propositions opportunistes. Moi, je dis qu'il y a des propositions opportunistes. Les députés devaient, et je l'ai toujours dit sur votre plateau, les députés de la 9e législature, à leur installation, j'ai dit, la première mission qui leur est dévolue, c'est la relecture de tous les textes qui organisaient
les élections au Bénin. S'ils avaient pris l'initiative, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, parce que la Cour leur a donné une injonction, et je suis d'accord. Et quand j'ai suivi un peu le week-end, beaucoup sont allés dans le sens de ce que la Cour a demandé, c'est-à-dire il faut revoir les dates, il faut réduire des délais pour permettre à tous les députés maires qui seront élus de parrainer. Mais d'autres profitent quand même de cette opportunité pour glisser d'autres éléments. J'ai vu, on a parlé de suppression du quitus fiscal, on a parlé de revoir le conseil électoral. Mais si tant est qu'on était si intéressé par ces choses-là, on devrait déjà prendre l'initiative soi-même d'introduire la loi. Aujourd'hui, on vous demande de faire quelque chose de façon ponctuelle. Et j'ai suivi un peu le président Jacques Ayadi qui a fait sa proposition, d'autres partis qui ont fait une proposition ponctuelle par rapport à ce qu'on a demandé. Et nous, la dernière fois, quand j'ai parlé de sujet ici, les gens n'étaient pas d'accord. Mais c'est ça, on a dit, il faut faire en sorte que tous les députés élus, tous les maires élus dans l'année électorale puissent parrainer. Point. Si vous avez autre chose à faire, il faut le faire après. Même maintenant... Oui, mais est-ce qu'il faut retoucher le code électoral comme on entre dans une épicerie et on sort et on en sort bien évidemment? Est-ce qu'il ne faut pas profiter de cette brèche ouverte par la Cour pour introduire tout ce qu'on avait comme grief autour ou contre ce texte de loi? Je suis d'accord avec vous, mais je dis il faut le consensus. Vous avez vu ce qui s'est passé ce matin sur le plateau où chacun tirait le drap de son côté. Donc c'est pourquoi je dis, c'est une relecture peut-être opportuniste pour moi. On peut s'asseoir. Parce que les hommes politiques béninois, moi je constate qu'ils légifèrent pour le présent. Malheureusement, c'est grave. Ils légifèrent pour le présent. Quand ils sont à l'Assemblée, c'est en tenant compte des intérêts de l'heure. Si on avait fait ce travail scientifique dont vous parlez, on n'en serait pas là. Et à cette allure-là, si on ne s'entend pas pour réviser pour relire ce qu'il faut relire, après 2026, on reviendrait encore nous dire ici que dans le code électoral, qu'il y a des éléments chrysogènes qu'il faut corriger. Donc je voudrais qu'on s'entende, la tête bien posée sur les épaules, que les spécialistes, parce que eux tous, ce sont des politiques. Moi, j'aime écouter les sachants. J'aime pas écouter les hommes politiques dans la relecture du code, parce que je constate qu'ils sont tous opportunistes. Qu'on nous fasse venir les sachants, c'est ceux qui maîtrisent le droit, parce que là, nous sommes nous parlons de droit. S'ils peuvent venir nous expliquer ça, sinon, ce que j'ai vu, c'est ce qu'on a vu à l'ouverture de la session. Il y avait une certaine frilosité, une certaine agitation au point où le président de l'Assemblée nationale a dit désormais que ceux qui bavardent, ceux qui s'agitent, ils seront obligés d'appeler leur nom. Cela dénote que le débat qui vient sera un peu houleux. D'accord. Alors, Arimi Choubadé, pourquoi, selon vous, les deux partis de la majorité présidentielle ne s'entendent pas pour faire une proposition de loi et chaque parti est allé chacun dans son sens? Oui, enfin, vous savez, notre classe politique a besoin de formation. On ne le dira jamais assez. La politique, c'est une science qui s'enseigne à l'université ou dans les écoles de parti. Bon, aujourd'hui, on fait avec ceux qui sont là, il n'y a pas de souci. Hein, mais remarquez avec la foi d'empoigne qui s'est déclenchée depuis la décision de la Cour constitutionnelle, on comprend. Vous avez d'abord une initiative du chef de l'État. On ne sait même pas ce que c'est devenu. Et puis après, il y a eu l'ouverture de la session extraordinaire qui va dans tous les sens. Moi, je ne comprends pas. On a dit, généralement, ce que l'Assemblée fait après une décision de la Cour constitutionnelle, c'est la mise en conformité. C'est-à-dire qu'on vient à l'Assemblée, on donne le texte de la Cour constitutionnelle à la Commission des lois, qui fait son rapport. Et après, il y a une discussion générale pour mettre en conformité. C'est-à-dire on suit à la lettre les recommandations de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas l'opportunité d'une nouvelle loi. Je suis désolé. C'est pas l'opportunité. C'est vrai, les députés ont l'initiative de la loi, mais il ne faut pas profiter d'une mise en conformité pour fabriquer une nouvelle loi. C'est déjà de s'entendre sur ce que la Cour demande. C'est sur ça qu'on devait s'entendre. Mais bon, on a vu une initiative présidentielle qui demande des propositions à chaque parti. C'est normal aujourd'hui qu'on soit dans cette compétition qu'on ne comprend pas. Hein? Dans cette compétition qu'on ne comprend pas. C'est un point qui a été soulevé devant la Cour constitutionnelle. Si les députés veulent ouvrir des débats sur le code électoral, je ne comprends pas pourquoi c'est dans cette précipitation-là. Vous avez vu, ils sont allés organiser un séminaire parlementaire à Dassa, justement pour que quand vous avez des thèses qui sont aussi importantes,
on sort comment vous appelez, du protocolaire, pour s'asseoir entre soi, pour discuter dans tous les sens. On peut ne pas aboutir à un accord. Mais on a l'impression qu'on a vidé au moins quelques écueils. Et maintenant, on vient en plénière. Bon, là, on sait très bien que on a avec soi une boussole et puis on peut suivre sans problème. Mais cette fois-ci, on veut faire de la politique. En fait, chaque camp est en train de... Voilà, on propose, même ceux qui ne sont pas à l'Assemblée, ils proposent, etc. La mise en conformité, c'est la majorité. Hein? Vote, majorité relative. Des votants, il n'y a même pas de majorité qualifiée. On demande à la commission des lois de faire un rapport sur ce que la Cour a dit. Hein? C'est classique. La commission des lois, c'est l'assistante technique de l'Assemblée nationale. Elle vient faire les propositions à la plénière et il y aura le débat général en plénière. Mais là, on est parti pour... je ne sais même pas si la commission a commencé par travailler dans cette ambiance, dans cette cacophonie qu'on ne comprend pas. On fait de la politique actuellement. On ne parle pas du code électoral. Ce n'est pas un débat sur l'amélioration du code électoral. La Cour a déjà dit ce qu'il faut faire à ce qui concerne le point qu'elle a rendu. Maintenant, on ne peut pas empêcher les députés qui ont l'initiative des lois de continuer ou de proposer ou de faire tout ce qu'ils veulent, mais pas dans ce cadre-là. Je suis désolé. Tout ce qu'ils sont en train de faire, je ne dirais pas que c'est du théâtre, mais c'est de la politique. D'accord. Et cette politique faite par des gens qui ne sont pas formés. D'accord. Alors, Francis Euloge Attadé, vous avez suivi un peu les débats autour de cette relecture du code électoral. Le Parti Union progressiste, le Renouveau, est porteur de seulement 2 propositions qui sont liées justement aux exigences de la Cour constitutionnelle, alors que de l'autre côté, le parti d'opposition, les démocrates, est porteur de 8 points. 8 points donc pour améliorer ce code électoral existant. Oui, mais je vous remercie pour la question. Mais je vais d'abord faire 2 petites observations. La première, c'est que le Parlement, c'est le haut lieu de la politique. Donc, ce qui se passe, c'est ce qui est normal. C'est le contraire qui nous aurait surpris. Donc, je veux rappeler qu'en fait, les députés sont dans leurs droits. Maintenant, il faut faire remarquer que c'est une réponse législative que les députés veulent donner à la décision de la Cour constitutionnelle en date du 4 janvier. Et cette réponse, chacun à sa façon, répond à la question. C'est bien heureux que les 3 groupes parlementaires aient déposé en fait une proposition de loi. Certes, il y a un groupe parlementaire qui a déposé une proposition relative à la révision de la Constitution. C'est sa façon d'apporter une réponse législative à la question qui a été demandée par la Cour constitutionnelle. Il y a eu 2 autres qui ont fait des propositions par rapport au code, notamment UPR, UP le Renouveau, et puis le parti Les Démocrates. Maintenant, sur la proposition des démocrates que vous aviez demandé, en fait, vous savez, sur les 8 points, j'ai suivi religieusement l'honorable Akhenatonde qui a trouvé que sur les 8, il y en a 2 qui sont valables et qu'il y a 6 autres qu'il faut évacuer. Ben, écoutez, s'il y en a qui sont pertinentes, si les propositions sont pertinentes, c'est à l'occasion de la plénière qu'ils verront comment est-ce qu'il faut intégrer ça pour améliorer la proposition du groupe parlementaire Union progressiste, parce qu'il faut que le débat avance. Ce qui est essentiel, ce n'est pas le procès qu'on ferait aux députés, c'est comment faire pour sortir de ce débat avec une loi qui puisse nous permettre d'aller aux élections sans qu'il y ait des crises. Parce que vous savez qu'à l'occasion des élections, il se trouve que des contestations surviennent, des petites crises, et il faut que le Bénin gagne en maturité et que ce soit désormais derrière nous. Entre autres propositions, la proposition relative par exemple à la création de la commission d'arrondissement, qui permettrait d'assurer la transparence, s'il y a possibilité de le faire, je crois que moi je n'ai rien contre. Il faut que les députés examinent ça avec bienveillance pour voir dans quelle mesure il est possible de garantir la crédibilité, la transparence et la sincérité du scrutin pour qu'on n'ait pas de contestations. Parce que c'est les contestations en fait, qui ouvrent la porte à l'instabilité. Donc faisons en sorte que tout se passe de façon consensuelle. De toute façon, nous avons aujourd'hui au Parlement 3 propositions des 3 groupes parlementaires. C'est heureux que la session extraordinaire soit reportée à ce jour. Parce qu'il y a une proposition qui est venue sur la table le jour de l'ouverture de la session extraordinaire. Et le président de l'Assemblée a dit qu'il n'a pas encore pris connaissance. Je crois qu'il doit y avoir pris connaissance.
Parce que, ayant suivi le député Akhenatonde, il avait les éléments issus de cette proposition. Ça veut dire que les députés ont eu le temps déjà de parcourir la proposition. Il dit qu'il a lu sur les réseaux sociaux. Oh, mais il peut avoir lu sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux aussi, depuis un moment, ont commencé à être sérieux. Avec la répression qui suit, je crois qu'on ne publie plus n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ceci étant, en fait, les réseaux sociaux ne sont pas les archives du Parlement, ni du secrétariat, voilà, ni le secrétariat du Parlement. Il n'y a que, en politique, chacun joue sur la stratégie qui lui permettra de faire aboutir sa proposition. Ici, vous comprenez avec moi que la proposition qui a été faite vise essentiellement à répondre à une question précise soulevée par la Cour constitutionnelle. Comment assurer le parrainage? Je crois que sur cette question-là, il y a eu des divergences de point de vue sur ce plateau. Vous avez vu que pour l'honorable Akhenatonde, qui représente le groupe parlementaire Union progressiste de renouveau et qui est en lien avec le parti Bloc républicain, c'est que ce sont les élus de 2026 qui doivent parrainer. Si c'est le cas, ce n'est pas l'option qui a été faite par les démocrates. Pour les démocrates, il faut faire en sorte que ce soit les élus qui sont actuellement en train d'exercer leur mandature qui parrainent. Ça veut dire qu'à l'occasion de cette session, il y aura des divergences de point de vue. Mais le vote ne soit pas difficile parce que, s'agissant du code, c'est à la majorité simple. Donc il n'y aura pas de problème. Mais il y a une question où nous ne pourrons pas trouver une solution. La question qui paraît être une question subsidiaire, mais une question importante, c'est la question portant sur la révision de la Constitution. À ce niveau, c'est que forcément, la majorité parlementaire a besoin de l'accompagnement des démocrates, parce qu'ici, ils ont dit qu'il faut que le consensus puisse se dégager. Or, le consensus ne peut pas se dégager s'il n'y a pas des concessions faites de part et d'autre. Donc, il est possible, à l'étape actuelle du débat, que nous puissions sortir de cette session extraordinaire avec un texte voté ou à la limite, un texte amélioré. D'accord, très bien. Alors, Alphonse Moïse Soudé, quand on interroge un peu les propositions du parti les démocrates, on se rend compte qu'ils ont eu à énumérer un certain nombre de points, notamment la suppression du quitus fiscal, qui est, selon eux, un outil donc de disqualification maniable à volonté, à volo, donc par les pouvoirs publics pour évidemment éliminer tel ou tel autre candidat. Ils souhaitent aussi la réduction du montant de la caution pour l'élection présidentielle et bien évidemment la diminution du seuil de représentativité des partis politiques pour ce qui concerne les élections législatives. À l'heure actuelle, il est le seuil bien sûr de 10%. Ils souhaitent qu'on ramène cela à 5%. Quelle est votre lecture de ces propositions par exemple? Vous savez, moi je dis, on ne doit pas attendre la période électorale pour payer ses impôts. Parce que, disons les choses clairement, les citoyens ordinaires sont coincés pour payer les impôts. Et pourquoi on ne va pas exiger des hommes politiques de payer les impôts? Il faut qu'ils payent les impôts parce que ça aussi c'est une réalité du pays. Vous voyez tout à l'heure dans la répression de la police par rapport au il faut payer avant de faire l'assurance. Vous ne payez pas, on va vous verbaliser. C'est pas tout le monde qu'on verbalise. Donc il faudrait que on paye, je suis d'accord, on ne va pas encourager la délinquance fiscale. On ne va pas encourager ça. Il faut payer. Si vous ne pouvez pas être un bon citoyen, il ne faut pas lever la main pour dire qu'il faut être responsable. Ceux qui, à un moment donné, ne voulaient pas déclarer leurs biens, ne voulaient pas payer leurs impôts, ils ont refusé d'être candidats. Mais je dis une chose, et je rejoins mon confrère, il faut qu'on arrête ça. Il y a à l'Assemblée nationale des gens qui ont l'expérience parlementaire. Et nous avons déjà dit une fois ici, le sujet, la décision de la Cour, pour ce que je sais, devait être mise en débat à l'Assemblée nationale. Jusqu'à l'heure où nous parlons, ça n'a pas été fait. J'ai l'impression que on veut profiter de ce que la Cour a dit pour faire ce qu'on veut. C'est ça qui nous a conduit là où nous sommes. Parce que vous dites que c'est le rôle de la politique. Je suis d'accord, mais malheureusement, quand ils ont révisé le mot révisé, quand on a touché à la Constitution, où est-ce que ça a fait? Quand on a voulu jouer aux hommes politiques à l'Assemblée nationale, où est-ce que ça a fait? Ça a obligé aujourd'hui Hassan Seyibou à demander qu'on revoie l'ordre et qu'on appelle des élections. Si on était allé à tête reposée, si on avait appelé les sachants, les députés ne sont pas des sachants. Connaissez-vous un seul constitutionnaliste à l'Assemblée nationale?
Connaissez-vous ça? Est-ce que la commission de loi connaît son rôle? Parce que quand la décision de la Cour arrive, on balance à la Cour. On a vu ça depuis la première. Moi, j'ai eu la chance de suivre depuis la première. Mais les députés ont des cabinets, des attachés. Ok, je suis d'accord. Avant de faire leur proposition là, est-ce qu'on a mis en débat la décision de la Cour constitutionnelle? C'était la première étape. C'était la première étape, mettre en débat la décision de la Cour qui demande une mise en conformité. La mise en conformité n'a pas été faite et on laisse ça. On vous demande de relire le code, vous proposez une loi. On vous demande de relire le code, vous proposez une loi sur la révision. Je voudrais que les hommes politiques se prennent au sérieux. Parce que nous n'allons pas toucher... Je peux vous l'assurer, Moïse. Non, s'ils étaient sérieux, on n'allait pas en train de faire ce débat auquel j'ai assisté ce matin. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Il ne faut pas manipuler les lois en fonction des intérêts de l'heure. Il faut éviter ça dans une république. On ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui, tout ce qu'on demande, il faut supprimer le quitus fiscal. Et on dit adolescence sécurisée peut remplacer le certificat de nationalité. On a dit, j'ai vu beaucoup de choses. Si demain, après l'installation du nouveau Parlement, les gens trouvent qu'il y a eu des erreurs dans le code, on ne touche pas à un code électoral comme on touche à son livre de grammaire. Il faudrait que les gens disent qu'est-ce qu'on nous demande. Et j'ai été clair là-dessus. Pour moi, il n'est pas question d'embrouiller le code, il n'est pas question de faire la révision. Faites le travail que la Cour vous a demandé, puisque vous n'avez pas pris vos responsabilités à temps et que la Cour vous a fait une injonction, vous respectez l'injonction. Si après vous avez envie de faire quelque chose, vous introduisez. Mais aujourd'hui, je dis, c'est opportuniste ce qui se passe. Moi, je ne suis pas d'accord pour cette proposition-là, mais je voudrais que les 109 députés à l'Assemblée nationale se concentrent sur le devoir que la Cour leur a donné. C'est pourquoi je parle de hors sujet. On vous donne un devoir, vous bottez ça à la touche et vous enclenchez un autre. D'accord. Arimi Choubadé, les quelques propositions donc, que j'ai citées faites par le parti d'opposition, les démocrates, est-ce que pour vous, c'est au cas où elle serait, même si il y a très peu de chances que cela arrive, mais est-ce que cela résulte d'une avancée ou d'un gros pas en arrière? Non, les démocrates avaient des griefs contre le code, avant même de venir à l'Assemblée nationale, depuis que ce code a été, excusez-moi le mot, piraté en 2019. Parce qu'il y avait un code... Qu'est-ce que vous appelez piraté? Oui, il y avait un code consensuel en 2014. Parce qu'auparavant, on avait des lois... En 2013. Auparavant, on avait des lois EPAS. Hein? On avait la loi portant organisation des membres de l'Assemblée nationale, les lois portant organisation des élections de président de la République, etc., la loi particulière, loi générale, etc. Et avec l'aide des partenaires, développement et tout ce que vous voulez, on a réalisé un consensus pour élaborer une loi consensuelle en 2013. Et cette loi-là, il y a même une décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui a demandé de remettre à jour cette loi-là, après le vote de 2019. Et donc, mais 2019 est arrivé, il y avait une majorité circonstancielle qui est passée outre le consensus obtenu en 2013 pour faire voter un code. C'est ça. Donc il y avait des griefs sur ce code-là. Et puis, dès que la Cour a rendu sa décision en janvier, vous n'êtes pas sans savoir que le chef de l'État a invité les démocrates. Alors, tout est parti de là. Et on leur a demandé de faire des propositions. Si vous avez bien remarqué, au sortir de cette rencontre, les démocrates disaient que, ils étaient surpris et qu'ils ne savaient pas très bien la réponse à apporter. Et ils ont demandé au chef d'État de repartir pour réfléchir. Donc, ce n'était pas une initiative des démocrates. On leur a dit de faire des propositions. On a voulu faire de la politique. Oui, justement, les propositions dont il est question aujourd'hui, les propositions qu'ils ont faites. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Mon cher ami, par exemple, quand on parle du seuil de représentativité qui était de 10%, ils souhaitent qu'on ramène cela à 5%. Est-ce que cela va dans la consolidation de la réforme du système partisan? Non, la réforme du système partisan n'est pas une réforme des démocrates. C'est la rupture qui a porté son projet. Vous n'avez pas demandé aux autres d'adhérer. Il n'y a pas eu de réforme du système partisan. On a juste essayé d'écarter des partis pour aller aux élections tout seul. Tout le monde l'a vu. C'est comme ça vous résumez Je ne le résume pas, s'il vous plaît. Vous êtes dans le pays, vous avez vu que la réforme a abouti à un parlement de type nord-coréen. Ou bien vous n'êtes pas dans le pays. Parce que certains ont refusé d'aller aux élections. Personne n'a refusé d'aller aux élections. Tous sont déposés. Et on a dit qu'ils n'étaient pas conformes. Certains ont refusé de se conformer. Il faudrait aussi restituer les faits. La sélection des partis politiques appartient aux électeurs. Et non à un bureau. On ne peut pas rester dans un bureau climatisé pour dire vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. On n'a pas commencé la démocratie en 2019 au Bénin.
On a vu même à la dernière minute, on a trouvé des gens. Ce sont les électeurs qui départissent, qui disent qui a le droit d'être au Parlement, qui n'a pas le droit d'être au Parlement. Ce ne sont pas des commis désignés par des institutions aussi et là qui disent vous n'avez pas le droit. Arimi, la réforme du système partisan a quand même abouti à... Vous ne m'avez pas laissé répondre à votre question. D'accord, allez-y. Quand vous parliez de l'initiative des démocrates, ce n'est pas... On a demandé aux démocrates de venir faire de la politique. Le chef d'État a demandé, venez, faites-moi des propositions. Ils sont sortis, ils ont dit, on n'était pas préparés. Bon, si vous invite à une négociation, vous venez avec des propositions. Les propositions ne sont pas des décisions. Et c'est à l'issue des discussions qu'on vous a promis que vous allez... Ces propositions-là, justement, sont réalistes. Non, mais c'est ça que vous dites. Ils viennent avec des propositions. Ce ne sont pas des décisions. Ce sont des. Vous avez vu, on les a appelés à venir discuter, à venir faire de la politique, alors qu'on parle de mise en conformité. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Parlement n'a pas les outils pour décider, pour faire la mise en conformité. La Commission, elle peut commettre n'importe quel expert du Bénin pour pouvoir faire son rapport. Mais si pour essayer quand même de vous rafraîchir la mémoire, c'est un extrait que j'ai fait jouer tout à l'heure pour Noureno Achal, le président du groupe parlementaire Les Démocrates, lorsqu'ils sont allés rencontrer le chef de l'État. On va peut-être suivre le chef de l'État à nouveau, qui justement leur disait qu'il faut faire des propositions allant dans le sens de la consolidation de la réforme du système partisan pour parvenir à de grands ensembles. Auquel cas, lui, il ne soutiendrait pas. On va suivre à nouveau le chef de l'État. On revient pour en débattre. Moi, je ne suis pas Parlement, mais je vous suggère, je vous en prie, ne démarchez pas, n'entrez pas en discussion au Parlement pour modifier le code dans le sens de remettre en cause le système partisan actuel. Ne remettez pas en cause ce qui concourt à faire des partis forts et gros. Si vous remettez ça en cause, les démocrates, le parti va se casser. Si vous modifiez le code électoral de sorte que demain, si les organes du parti ne positionnent pas Pierre, Paul, Bior ou Jacques sur une liste, et qu'en ce moment ils peuvent partir aller créer leur liste à part aller aux élections, si vous faites ça, on retombe dans le passé. Demain, vous n'allez plus maîtriser le démocratie. Ça va devenir démocrate 1, démocrate 2, démocrate 3, le parti va se casser. Si vous faites ce genre de modification, je ne vais pas soutenir. Mais toute modification que vous pouvez faire au code qui va dans le sens du renforcement des partis politiques, le renforcement du pouvoir des partis politiques, de leur grossissement, de leur absorption, même que les partis absorbent les autres partis politiques, je vais soutenir. Parce que c'est l'héritage que j'aimerais laisser, qu'on a contribué ensemble à mettre en place ce système partisan viable, où les grands partis existent et qu'il n'y a plus de multitude de petits partis politiques. Je vais faire l'allusion au seuil de représentativité des listes aux élections. Si on va aux élections, si vous modifiez le code pour dire désormais, pour avoir droit au partage des députés, et qu'on sort, au lieu d'avoir 10% de suffrage recueilli au plan national, vous amenez ça à 1% ou 5%, ou vous sautez ça, vous aurez commis vraiment une erreur grave contre la République. Parce que même pour vous, ça va vous desservir, ça va faire casser le parti. Président, parce que demain, toute personne qui ne serait pas sur votre liste électorale va créer sa liste à part. Et ça va être pareil pour UP, BR, tout le monde. Donc ne faites pas cette erreur-là. Donc ce genre de réforme, je vous en prie, si c'est destiné à renforcer la chose, je soutiendrai. Si c'est destiné à affaiblir les partis politiques, je ne vais pas soutenir. Alors, quand on a fini de dire ça à Arimi Choubadé, et qu'on revient avec une proposition, justement, qui va exactement dans le sens de ce que le chef de l'État ne voudrait pas qu'il y ait pour, évidemment, selon lui, consolider la réforme du système partisan, est-ce que vous trouvez ça logique? Je ne sais pas si vous vous trompez d'éléments. Hein. Ça, c'est bien avant la décision de la Cour constitutionnelle. Bien sûr. Oui, le président parle. C'était lors de la dernière rencontre le président en novembre 2023. Le président n'arrive pas de son testament politique. Il dit, ça c'est ce que moi j'ai fait. Ne venez pas demain modifier. Parce que c'est que sa majorité est encore présente, donc il n'a pas de risque de modification avant l'éclatement éventuel de sa majorité. Donc lui, il parle de son testament politique. Il fait une consultation, il n'est pas dans un débat politique. Et d'ailleurs, ce débat-là ne doit même pas être public. C'est des concertations entre acteurs politiques. Je n'ai même pas compris le sens de cette déclaration. Je sais très bien de quoi il s'agit. Mais ça, c'était bien avant la décision de la Cour constitutionnelle. Bien sûr, c'était bien avant. Mais plus tard, puisque nous y sommes aujourd'hui. Excusez-moi. Plus tard, après la décision de la Cour constitutionnelle, il a refait une autre consultation. Il les a rappelés. J'aurais préféré suivre ça là.
Puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qui est actuel. D'accord. Là, il a appelé des gens, il leur a dit, écoutez, ne modifiez pas ci, ne modifiez pas ça, au cas où moi, je n'aurai plus encore majorité. Mais ça, c'est clair. Lui, il parle de ce qui va se passer après lui. Voilà. Francis Elojatade, lorsque, je vous fais la même question qu'à Rémi, lorsqu'on a fait cette consultation et quand cette entre griffes entendue sur le fait qu'il ne faut pas peut-être toucher aux fondamentaux de la réforme du système partisan, qu'on le veuille ou non, cette réforme, elle traîne certainement cet art, mais elle aura réussi quand même à assainir quelque peu le paysage politique de notre pays qui traînait une foultitude de partis politiques. Est-ce que s'attaquer, par exemple, à la question du seuil de représentativité, le quitus fiscal et autres, est-ce que ça ne risque pas d'affaiblir cette réforme-là? Même si on sait que le test des démocrates ne passera pas, puisque numériquement, il ne faut pas le nombre. Est-ce que, quelque part, ce qu'ils proposent ne va pas dans le sens de la faillite du système partisan? Non, ne soyez pas péremptoire. Enfin, c'est une question que je pose. Ben oui, mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut retenir que le souci, en fait, chef de l'État, c'est faire en sorte que nous ayons de grands ensembles politiques. Vous savez évidemment que par le passé, nous avions eu une kyrielle de partis politiques, plus de 200 qui animaient la vie politique. Et curieusement, malgré que ces partis politiques offraient des possibilités d'adhésion, on en créait toujours. Alors il faut trouver le mécanisme pour qu'on aille à la simplification du paysage politique et à la limitation. Non pas qu'on mette un frein à la liberté de création, mais on va corser le dispositif. Et c'est ce qui a été fait. Pour que les gens ne créent plus les partis politiques comme des bouts de pain. Il est arrivé à un moment donné, lorsqu'on a posé le diagnostic, on a dit que c'est en lieu des partis politiques, on n'avait que des clubs électoraux. Et ça n'a fonctionné que comme ça. Donc il faut que nous ayons de vrais ensembles qui ont un ancrage national, qui donc seront en capacité de produire en fait des acteurs majeurs qui pourront conquérir et exercer la parité. Parce que les partis politiques ont vocation à conquérir et exercer le pouvoir d'État. Je vais rappeler qu'en 2019, en fait, on n'a pas piraté le code électoral. Non, c'est pas le piratage, c'est un mot trop fort. Il y a eu modification, mais avec des imperfections. Car c'est des humains qui ont travaillé. C'est vrai qu'il n'y a pas eu tous les experts. Un autre m'a dit qu'au Parlement, il n'y a pas de constitutionnalisme. Non, on peut avoir de brillants juristes. Même les juges, on peut en avoir de brillants. Il y en a. Attendez, et le travail des députés, c'est différent du travail technique. Oui, c'est-à-dire que l'Assemblée peut commettre même les experts, même de l'extérieur, pour venir. Ce qui n'a jamais été fait. Si, on n'en sait rien. On va quand même pas. En commission, l'Assemblée peut commettre des experts pour les dire. Il y a des experts. L'Assemblée a la possibilité de recourir à des experts. Et le faire régulièrement. Je suis d'accord. Je parle de l'élaboration du code, de la révision du code. Est-ce qu'on a associé des experts? Mais oui, parce qu'on ne va pas me dire, on ne va pas m'écouter. Écoutez, Francis. On va pas faire des déclarations. Je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, vous avez parlé de... C'est moi qui ai la parole. Un instant, on est en train de parler du système, de maintenir le système partisan. On parle du chef de l'État. Je suis d'accord parce que le chef de l'État est l'initiateur des réformes. Est-ce que la proposition de Hassan Seibou renforce le système partisan? Renforce les acquis du chef de l'État? Ce qu'il propose là, ça renforce les acquis du chef de l'État? Alors, on va pas faire de l'amalgame. Ce que propose Hassan Seibou, c'est pour on va dire, réparer la rupture de l'égalité qu'il y a entre les parrains qui vont donner leur... Est-ce que le chef de l'État a souhaité que ce soit les élus de 2026 qui parrainent le duo présidentiel? C'est parce que lui l'a dit. Mais ça, ce n'est pas dans la réforme du système partisan. C'est même pas. Ça va fragiliser davantage les partis politiques. Qu'est-ce que vous dites? Je crois que je reprends la parole et je vais vous dire qu'en fait, il faut avouer que le Parlement a la possibilité de recourir à l'expertise des sachants, de brillants experts sur des questions sensibles comme celles relatives au vote d'un certain nombre de lois. Et ce qui se fait. Il peut, malgré tout ce mécanisme à utiliser, il peut arriver qu'il y ait des erreurs matérielles. Ça peut arriver, parce que l'erreur est humaine, ça peut arriver. Bon, maintenant que l'erreur est arrivée, il faut... Qu'est-ce que vous appelez erreur matérielle? Erreur matérielle, mais il peut arriver par exemple que dans la programmation, il y ait des problèmes calendaires.
comme c'est le cas actuellement. Ça peut arriver. Non, ça c'est la volonté politique. Une projection. On ne paye pas un expert pour faire des erreurs. Mais écoutez, non, ça c'est la volonté politique. Écoutez, vous pensez que c'est fait à dessein? Oui, c'est fait à dessein. C'est politique. C'est politique. Vous nourrissez effectivement la thèse conspirationniste. Non, ne confondez pas la qualité des lois et le contenu des lois. Le contenu c'est politique. Le contenu c'est politique. On va permettre à... C'est un dessin. Les 10%, les parrains, tout ça là, c'est politique. On va permettre à Francis d'aller au bout de son idée. Oui, il n'y a pas d'espoir à ce niveau-là. J'aimerais rappeler qu'en fait, le Parlement fait un travail de qualité en dépit de quelques insuffisances que nous notons. Parce que je suis observateur attentif de ce qui se passe là-bas aussi. Et je voudrais aussi rappeler à Moïse que même quand on demande aux élèves, quand on leur pose des questions, il y en a qui peuvent trouver la réponse qui à court terme et à long terme. Donc, si sur une question... Mais il n'a pas le point. Non, mais quelqu'un peut aller au-delà de la réponse. Au point même que parfois, quand on va à la correction, on va calorer, on se dit, mais celui-là dépasse même 20, puisqu'il dépasse même le code type. Donc, si quelqu'un fait des propositions, il peut aller au-delà. C'est pas parce que le Parlement, pas parce que la Cour constitutionnelle a dit, mais écoutez, il faut rétablir la rupture de l'égalité qui existe entre le parrainage des maires, qu'il faut en rester là. Le code avait des insuffisances qu'il faut profiter pour corriger. Et c'est ce qui se fait. Donc, il faut saluer... C'est quoi la rupture de l'égalité? L'égalité, c'est que les maires qui sont en mandature actuelle ne seront pas tous installés conformément au calendrier qui a été fixé pour 2026 avant que la clôture... Les maires actuels ne seront pas installés. Non, les nouveaux maires de 2026 ne seront pas complètement installés. Mais ceux qui sont là, puisque les maires vont commencer par être installés à partir du 1er février au 15 février, et les élections se tiendront, en fait, qui vont se tenir le 11 janvier 2026, on peut y avoir de nouveaux maires. Dans l'installation, il suffira que certains maires, anciens maires, soient déjà remplacés, mais d'autres seront encore en poste, pendant qu'on aura 2 générations de maires. Franchement, je ne comprends pas votre démonstration. Non, écoutez, je n'ai rien compris. Bon, les maires actuels... Tant qu'un maire n'est pas encore installé, celui qui est en poste demeure maire. Il n'y a pas de rupture de sa légalité. Non, mais écoutez, non, c'est pas ça, parce que là, ça fait 2 générations de maires. Oui, non. Ça va être 2 générations. Jamais, tant que vous n'êtes pas installé, vous n'êtes pas maire. Oui, mais il y aura des maires qui vont appartenir à une tant que vous n'êtes pas installé, vous n'êtes pas maire. À l'instant T, il y a toujours un maire. Oui, mais pour le parrainage, il y aura des maires. Mandature 2020-2026, et il y aura des maires, mandature 2026. Et ça gêne qui? Non, ça... Non, je ne suis pas d'accord. Là, vous faites de l'euthanasie. Vous ne faites pas de la politique. Non. Écoutez, si vous voulez la beauté des parrainages, ça c'est ça. Vous voulez une beauté des parrainages. Parrainage, c'est parrainage. Non, c'est pas ça. Si on vous dit de parrainer et que vous êtes député, à l'instant T où le parrainage doit intervenir, vous intervenez. Mais c'est parce qu'il y a maintenant qu'il y ait des maires qui soient de génération X. La Cour constitutionnelle a demandé aux parlementaires. S'il vous plaît, monsieur, vous faites de l'euthanasie. Pas du droit. Je ne crée pas de droit. Du droit. Mais écoutez, ce que je vous dis est ceci, c'est purement juridique. Non, je suis désolé, ce n'est pas du droit. Mais c'est du droit. Non, jamais. À l'instant T, il y a toujours un maire qui soit installé. Si vous êtes élu maire, que vous n'êtes pas installé, vous n'êtes pas maire. Si vous allez député, vous n'avez commencé par votre mandat, vous n'êtes pas élu maire, vous n'êtes pas maire, vous n'êtes pas député. Ce que je dis est clair. Maintenant, si vous voulez que les maires soient d'une même génération, etc., ça c'est autre chose. Vous souhaitez qu'il y ait 2 générations de parrainage? Quelle génération? On a dit parrainer. À l'instant T où on parraine, si vous avez la qualité... Je vais continuer. Permettez-moi que... La veille, même à la veille de la fin de votre mandat, est-ce que vous trouvez normal que les élus ne partent pas sur le même pied d'égalité? C'est-à-dire qu'il y a des élus qui parrainent, qui sont d'une mandature X, et il y a des élus qui parrainent aussi et qui sont d'une mandature X-1. C'est ça que vous dites, c'est de l'euthanasie, ça. D'accord, c'est votre avis. Ça demeure votre avis. Ça, c'est pas de droit. D'accord, ça demeure votre avis. Le mandat a une durée. Alors, justement, quelqu'un peut s'attaquer à cela. Et c'est pour éviter... Vous pouvez parler s'il y a un vide de mandat. C'est-à-dire que l'un a fini son mandat et l'autre n'est pas encore installé. Dans ce moment-là, on peut faire les gymnastiques là. D'accord. Tant que le mandat... On va laisser... J'aimerais dire que il faut... En fait, je suis démocrate et je crois que la démocratie suppose le respect. Démocrate en termes de respect de principe, de liberté. Pas démocrate parti politique. Je ne suis pas partisan. Je veux dire en fait que la tolérance est une vertu essentielle de la démocratie et ceci suppose le respect de l'opinion de l'autre. Je lui concède ces idées. Mais je veux dire en fait que juridiquement, il y a un problème. Maintenant, ceci étant, c'est que nous sommes
à une étape où il y a un problème posé par une institution, la haute juridiction de l'État. On peut dire que dans l'architecture institutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle qui est chargée de contrôler la conformité des lois, mais aussi la régulation du fonctionnement des institutions. Et c'est un problème, c'est la Cour qui a identifié ce problème et qui a pris une décision en date du 4 janvier. Et il faut trouver une réponse à ce problème. Et la réponse législative, elle est proposée maintenant, elle sera débattue. Mais il faut saluer d'abord l'initiative des parlementaires. Sur la question des démocrates, vous avez évoqué le suffrage de 10%. Le seuil de représentativité. Ben oui, si. Et vous avez en fait joué un élément où le chef d'État disait que on risque d'aller encore à l'émiettement des partis politiques. Et il faut éviter ça, parce que le souci de la réforme, c'est faire en sorte que nous ayons de grands ensembles. Bon, ce qui est vrai, parce que depuis qu'on a mis ce seuil de représentativité à 10%, il n'y a pas eu de petits partis qui émergent. On a même mis un parlement à un parti entre griffes. On va permettre. Non, c'est juste pour apprendre de l'eau à son moulin. Oui, mais gardez prochainement l'eau, il a suffisamment d'eau pour son moulin. Bon, maintenant, ce que je trouve pertinent dans la proposition, par exemple, des démocrates, ils n'ont pas combattu le parrainage. Ils auraient pu proposer qu'on annule, on supprime le parrainage. Ils n'ont pas dit de supprimer. Ça veut dire qu'ils sont vraiment des démocrates. Ils savent que le parrainage a une fonction précise. Et à côté, comme il y a le parrainage, qui est une chicane qui permet de faire le filtre, pourquoi accepter encore les 50 millions de cautions qu'il faut déposer? Et c'est ça qui dit qu'il faut revoir. Et ça a été très bien. Vous avez vu que l'honorable Akhenaton a accepté que ça, on peut revoir. Puis on était à 5 millions et on est passé à 250 millions. Et après, on a mis le parrainage, on a ramené ça à 50 millions. Maintenant, c'est possible qu'on descende à 15 millions, à 20 millions. Ça, c'est à eux d'en discuter. Il faut qu'au niveau des deux propositions, qu'on puisse voir quels sont les éléments pertinents que nous pouvons intégrer à la loi électorale pour pacifier le pays, afin que, de façon consensuelle, nous puissions sortir quelque chose de cohérent. Sinon, nous allons nous mettre chaque fois à pleurer sur le lait versé. Et ce qui est sûr, il y a des aspects, si on veut aller tel que Moïse le propose, et qu'on répondait juste à la question de la Cour constitutionnelle, la réponse précise vous dit, bon, il faut rétablir l'égalité de parrainage pour les maires. Si on le faisait, après en 2026, on sera obligé encore de revoir les petits problèmes liés à la transparence des élections et à la représentativité des partis politiques pour la veille citoyenne, au sujet par exemple du fichier électoral que les gens ont voulu régler en demandant par exemple qu'on crée un conseil au niveau du conseil électoral, quand il y a des représentativités, il y a ces membres, ce qui induit une augmentation budgétaire évoquée par... Il faut trouver sur quel chapitre il faut prendre. Il faut faire les arbitrages. Oui. Donc je crois que nous sommes en train d'avancer vers des solutions. Et ces solutions, peut-être parce que le débat que nous faisons doit éclairer les parlementaires. C'est possible qu'à l'état actuel, que la loi proposée par le groupe parlementaire Union progressiste le renouveau, rapportant révision, modification du code électoral, soit adoptée. Parce que c'est à la majorité simple. Il n'y a pas de problème. Mais malgré que ce soit possible, parce qu'ils ont 81 députés, il faut qu'on voit au niveau de la loi, des propositions des démocrates, quels sont les éléments pertinents qu'on peut intégrer. On ne peut pas dire à 100%, mais voyons de ce qui peut nous aider à avancer pour éviter des élections qui vont provoquer des contestations inutiles et mettre le pays dans des tumultes et des zones de turbulence. Donc, nous devons préserver la paix, la stabilité des institutions et surtout travailler la cohésion nationale. Les élections doivent être des occasions de fête. D'accord, très bien. On va suivre de très près donc ces moments d'échange au Parlement. On reviendra au besoin de faire le débat ici pour décortiquer tout ce qui sera dit ou tout ce qui sera voté au Parlement. Messieurs, on en vient à présent à la question du Niger avec ce sommet donc des chefs d'État de la CEDEAO où Arimi Choubadé, le Niger a vu ces sanctions qui pesaient sur lui désormais donc levées. On parle entre autres donc de la levée du blocage des transactions financières et bancaires, la fin du blocus énergétique, le retour des vols commerciaux au départ et à l'arrivée du Niger, un certain nombre de mesures qui pesaient sur le pays. Oui, c'est une bonne nouvelle. Sauf que la CEDEAO n'est plus le seul acteur régional aujourd'hui dans la sous-région. Il y a l'AES, qui est une entité qui est dans une dynamique qui n'entend pas faire marche arrière. Maintenant, sur le plan
structurelles, peut-être la question de monnaie, parce qu'ils n'ont pas quitté l'UEMOA. Ça veut dire que la question de monnaie, de transaction, d'échange, ça peut fonctionner encore un temps avant que, bon, parce qu'ils ont déjà annoncé la crise à l'UEMOA. Donc avant que ça ne se déclenche, peut-être que ça revient à la normalité, notamment le gel de leurs avoirs, de certaines transactions, etc. Mais pour le reste, ils sont déjà dans de nouveaux défis. Hein, les pays de l'AES, ils sont dans de nouveaux défis. Vous avez vu, le Nigeria, il y a des jetés sont dévolus sur le port de Lomé. Autrefois, la Côte d'Ivoire a interdit les bananes plantains et un certain nombre de céréales de franchir sa frontière vers le Burkina parce que c'était eux qui en fournissaient. Les Burkinabés sont dans une dynamique pour dire plus jamais nous ne reprenons ce volet-là. Et donc ça devient des défis pour eux. Ils sont dans des projets de transformation industrielle où ils vont transformer l'or, ils vont transformer l'uranium, ils parlent de centrales nucléaires, etc. Donc ils sont déjà très loin. Mais il y a une forme de radicalisation aussi qui s'est installée. Tout à fait. De toute façon, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Alors, est-ce que, sans qu'ils n'aillent jusqu'au bout, est-ce qu'ils vont arrêter tout pour revenir faire fonctionner la CEDEAO tel que ça fonctionnait? C'est toute la question. Alors, Alphonse, est-ce que la CEDEAO, à un moment donné, n'avait plus le choix que de lever les sanctions? Vous savez, quand je préparais l'émission, je me suis rendu compte qu'en 2019, dans la construction du pipeline, c'est 600 milliards. Et c'était un grand projet pour l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, le général Tiani et ses éléments disent désormais, on ne va plus envoyer du brut là, c'est fini. Ils ne vont plus envoyer du brut dans ce pipeline là, donc c'est en l'air. Deuxième chose, on dit désormais, le gasoil, on le vend au pays de l'AES, plus le Tchad. Actuellement, on est en négociation avec le Togo. Donc il y a que, c'est vrai que les Nigériens hier se sont réjouis. Il y a eu de la fête là-bas parce qu'on a ouvert les frontières, les activités vont reprendre. Mais l'État nigérien a pris de grandes décisions. Vous savez que l'exploitation de l'eau là-bas était confiée à une société française, mais on leur a arraché ça. Donc aujourd'hui, ils ont fait, le gouvernement nigérien veut relever de grands défis et n'est plus sûr de faire affaire avec la CEDEAO parce qu'ils n'ont pas digéré la rapidité. Après, est-ce qu'on peut vivre en autarcie? Est-ce qu'il faut non, vivre en autarcie? Ce n'est pas en autarcie. Ils ont décidé désormais avec quel pays ils vont commercer, avec quel pays ils vont vendre leurs produits. Donc aujourd'hui, ce grand projet où on a mis 600 milliards qui risque de plomber pose un problème pour la CEDEAO. D'accord. Et selon le constat donc fait par notre confrère Jean-Luc Apleron pour RFI dans un reportage diffusé très tôt ce matin, il faisait comprendre que le Bénin donc a officiellement enlevé tout ce qui est barrage, tout ce qui est chicane qui était installé du côté de la frontière avec le Niger, mais pour l'instant les conteneurs obstruent encore le chemin, le passage du côté donc du Niger. Le Niger n'a pas encore enlevé les balises qui ont été installées pendant que les frontières étaient fermées. Allez, c'était une précision importante. Francis Elojatale, la CEDEAO a donc joué sa partition. On peut espérer les prochains jours la libération de Mohamed Bazoum, le président togolais fort. Yassingbe a demandé à prendre le dossier à bras le corps. Il a souhaité que les sanctions soient levées, qu'on n'ose pas le ton et que lui, il allait gérer le reste en ce qui concerne Mohamed Bazoum. Trois niveaux d'intervention. Le premier niveau, c'est vrai que le médiateur désigné, le président fort Yassingbe, a donné la preuve de la compétence et compétence en cette matière. Vous savez qu'au début de l'année 2023, au moment où il y avait refroidissement des relations diplomatiques entre le Mali et la Côte d'Ivoire, pour cette affaire des 49 soldats qui sont tombés dans les mailles des forces de l'ordre, forces de défense et sécurité maliennes et qui ont été internés, il a fallu évidemment que le président Faure fasse l'interface entre Bamako et Abidjan. La suite, c'est qu'il a réussi à pouvoir aider à libérer les 49. Mais vous voyez qu'au-delà de ça, quand il y a eu la crise survenue au Niger le 26 juillet, le coup d'État, le 26 juillet 2023, et que la CEDEAO a pris des sanctions qui sont trop dures, sanctions punitives, en fait, coercitives, draconiennes, mais la posture du président Faure, vous l'avez observé, il était flexible, il était compatissant, donc il n'a pas eu une posture. Très bavard aussi. Et puis, non, il est toujours discret sur l'air, il ne parle pas trop. Alors ça a aidé
a optimisé sa proximité avec les autorités militaires du Niger. C'est ce qui a permis les nombreux voyages qu'il a fait et lesquels ont permis évidemment aussi de libérer le fils de Bazoum. On peut nous l'espoir que tout dans la médiation, s'il est appuyé, accompagné, il va réussir à libérer Bazoum. Maintenant, pourquoi la CEDEAO en est venue à cette mesure? Vous savez évidemment que le chef d'État béninois, à l'occasion de sa conférence de presse, a dit évidemment qu'ils sont allés trop loin. Effectivement, ils sont allés trop loin. Parce que les mesures qui ont été prises, quand vous interrogez évidemment le cadre juridique de la CEDEAO, vous comprenez qu'il y avait des problèmes, parce qu'on n'a pas prévu la fermeture des frontières pour une institution qui a vocation à fédérer les peuples, à faire la libre circulation des personnes et des biens. Ça paraît un peu antinomique, dichotomique par rapport à la vision des pères fondateurs. Même quand vous avez suivi Yakubu Gowon. Donc c'est un espace de libre-échange, de libre... Alors, interrogez bien depuis le 28 mai, interrogez le traité. Et même les pays du Sahel qui ont créé en septembre, l'AES, en septembre 2023, mais quand ils ont introduit leur lettre pour demander évidemment qu'ils se retirent de la CEDEAO avec effet immédiat, ça n'existe nulle part. L'article 91 du traité stipule bien comment est-ce qu'il faut adhérer et comment est-ce qu'il faut sortir. Et pour sortir, il y a 12 mois. C'est parce qu'il y a 12 mois de négociations qu'on dit que bon, pendant ce temps, les États qui demandent de se retirer peuvent repartir, peuvent réintégrer, qu'on a dit on met un médiateur pour continuer la négociation. Les articles 91-92 du traité. Bon, c'est vrai que dans une mayonnaise ratée, on ne peut accuser ni l'huile ni l'œuf. Donc il y a eu des fautes de toutes parts. D'accord. Bon, maintenant que la CEDEAO a procédé à la levée. Mais il faut que quelqu'un paye la facture. À la levée, donc permettez. Donc la CEDEAO, de façon sage, avec l'intervention, parce que plusieurs chefs d'État ont plaidé. Le nôtre, en fait, le président Patrice Talon, le président togolais, même le président togolais a demandé que ce soit sans condition. Bon, alors donc, plusieurs présidents ont plaidé pour qu'il y ait adoucissement et assouplissement. C'est ce qui a favorisé évidemment la levée des sanctions que vous avez citées. Et cette levée des sanctions est saluée. Maintenant, il reste une diplomatie régionale qui doit accompagner tout ça, parce que les Nigériens, évidemment, se sont rigidifiés par rapport aux mesures qui ont été prises. Et ça qui a complexifié la résolution de la crise. Parce que les réalités du peuple nigérien ne sont pas bien cernées avant la prise des mesures. D'accord. Donc, nous avons une CEDEAO des peuples que chantent tous les chefs d'État, mais cette CEDEAO des peuples ne peut être une réalité que lorsque les frontières vont disparaître. Que vous inspire la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Niger? Stanislas Soussanin, bonjour. Bonjour, Rodrigue Herman, mesdames, bonjour à tous. Avec vous, donc, on va découvrir les avis des internautes sur la question. Bien sûr, beaucoup de réactions. La levée de sanctions contre le Niger, oui, c'est un pas salutaire, clament nos amis internautes. Mais la CEDEAO des peuples doit opérer de profondes réformes afin de mieux convaincre les États membres des acteurs, y compris leur population, soulignent nos amis débatteurs factuels. Et c'est ce que nous allons voir à travers les avis que vous avez dûment sélectionnés et relayés pour nous. Exactement. Et nous retrouvons sur Twitter Actuel Ins Randolph Yaro qui dit « La levée des sanctions contre le Niger pourrait indiquer des progrès ou des changements positifs dans la situation politique ou économique du pays si on tient compte des raisons initiales qui ont motivé les sanctions. Ça peut également refléter des efforts diplomatiques et des engagements envers la stabilité, selon notre ami Randolph Yaro, qui participe aussi au débat via le réseau social INS. Sur Facebook, notre ami Bokor Roland Caliste pense ceci: ce pas ne suffira pas à faire revenir les déserteurs. Il faut une volonté populaire pour transformer les pleurs du peuple en joie. Les déserteurs attendent plutôt de grandes réformes institutionnelles dans la CEDEAO. Cette dernière doit être uniquement régionale et non une main agissante des envahisseurs. Il faut vite aller au-delà de la simple levée des sanctions sous peine de disparaître, indique notre ami Roland Bokor Caliste. Aussi, David affirme: moi, je vois la faiblesse d'une organisation dont son rôle majeur, qui était de soutenir les nations, est en train de les diviser. Une organisation qui affaiblit désormais les nations intégrantes en appliquant des sanctions sans prendre en compte tous les aspects. La CEDEAO n'a pas d'autre choix que de se plier devant ces États du Sahel qui demeurent une politique dont d'ici 5 à 10 ans, voire 50 ans, portera ses fruits, estime notre ami aussi David. À mon avis, la CEDEAO a effectué des calculs et est parvenue à une conclusion sage et juste, soutient Jérôme
Géraud Dansou. La levée de la sanction est motivée par des raisons humanitaires. Mais une autre raison non évoquée transparaît en filigrane. La survie de la CEDEAO dépend de la reprise des échanges entre le Niger et les autres pays membres. Ces derniers sont des travailleurs dont nous avons besoin tous. Il est préférable de comprendre et de soutenir la nouvelle politique des responsables actuels, jure notre ami Géraud Dansou. Salams Kounakou s'en réjouit, mais avec une grosse interrogation. La fin du calvaire pour le peuple béninois et nigérien, estime notre ami. Mais vu que le Niger n'est plus membre de la CEDEAO et appartient désormais à l'AES, est-ce que le Niger va tailler d'importance à cette levée de sanctions, s'interroge notre ami Jean Kokouzouna. Assure une très bonne décision de la part des dirigeants de la CEDEAO. Cela prouve qu'il y a encore des dirigeants lucides dans cette organisation. Les nouvelles autorités de Niamey doivent savoir raison garder afin que cette levée de sanctions puisse profiter à la population, sans oublier le président déchu. Comme là, Lucas Amoussolifi écrit « Bonjour le plateau, selon moi, c'est bien de lever les sanctions contre le Niger, car seules les populations de cet État souffrent en silence. En tout cas, il faut que ces militaires sachent raison garder. Bien vrai, ils ont fait ce qu'ils devront faire, car ils savent ce qui se passe dans leur pays, mais qu'ils veuillent aller à la transition, car tôt ou tard, c'est la population qui décidera aussi de leur sort. » Conclut notre ami Komla Moussonefi. Merci Stan. Et rappelez à notre ami Salam que le Niger est toujours membre de la CEDEAO et d'ailleurs les responsables donc nigériennes, les nouvelles autorités nigériennes sont conviés au prochain sommet de la CEDEAO officiellement donc pour discuter au même titre que les autres chefs d'État. Merci, on se retrouve très prochainement par ici sur 5 sur 7 matin. Merci Francis Oloyatale d'être passé sur 5 sur 7. C'était chaud aujourd'hui, hein? Oh non, pas très chaud parce que c'est l'affrontement des idées. Et sur cette question, permettez-moi de vous dire que c'est parce que le pronostic vital de la CEDEAO était engagé que cette mesure est venue. Et il faut dire que dans le casting, on a constaté que les représentants de Bazoum n'ont pas été invités cette fois-ci. Donc la CEDEAO fait preuve de sagesse. Donc on nourrit l'espoir qu'on ira au dégel et que l'AES va revenir au sein de la CEDEAO, mais il y a des réformes profondes qu'il faut opérer. Ça, il est clair qu'aujourd'hui, il faut opérer des réformes au sein de la CEDEAO pour permettre à l'institution de reprendre de son blason. Merci à vous, Arimi Choubadé, d'être passé sur 5 sur 7. C'est à moi de vous remercier. Mais c'est un plaisir. Et merci également à vous, Alphonse Moïsoulé. On se retrouve très prochainement, déjà lundi prochain, si vous prenez le pari, une fois encore. En tout cas, c'est pas partout qu'on fait Django. N'est-ce pas? Allez, 5 sur 7 matin, on va continuer à parler de cette levée des sanctions contre le Niger et on parle de ce prêcheur de paix et de justice sociale, Yacoub Malerosso, parlementaire honoraire qui, grâce à sa fondation éponyme, s'investit donc dans des actions hautement humanitaires. Il s'est montré très actif dans le dénouement de cette crise à travers une médiation underground, comme on peut le dire. Il va nous raconter ce que représente pour lui cette levée de sanctions. Sans transition, on le reçoit sur 5 sur 7 matin.